bonne soirée. Merci. Je suis juif. Vous avez eu peur là, non? Un petit peu, un petit peu. Oh putain, qu'est-ce qu'il nous fait? Non, je déconne. Ça va? Ça va bien? Ouais. Vous savez un peu à quoi vous attendre, à part conférence gesticulée, ça vous parle ou c'est quoi? Non? Gestuelle. Okay. Gestuelle. C'est-à-dire ça bouge quoi. Ouais, quelqu'un d'autre? Conférence gesticulée. Hein? La parole, du geste, ok, d'accord, super. Langage du corps. Langage du corps, ok, donc c'est effectivement, c'est une conférence, mais gesticulée. Non, en gros, je vais vous parler de moi, on va parler d'identité, de racisme, mais à travers ma vie, en fait, je vais vous parler de ma vie pendant une bonne heure. Donc tu es voilà. circoncis. Donc, et non, je ne suis pas circoncis, on va y venir. Moi, à votre place, je me casse direct, hein, 1h30 d'écouter la vie d'un mec, mais bon, on va faire avec. Voilà, j'espère que ça va vous choquer, j'en suis pas sûr. Bon, j'ai rien de plus à dire. Je commence. Et je commence en disant que je suis juif, parce que par contre, c'est vrai, je suis juif. Je suis juif parce que, bon, pas pratiquant, hein. Plutôt d'obédience marxiste en fait, mais je suis juif parce que ma mère est juive. Pas pratiquante, c'est une femme féministe, homosexuelle, de gauche, qui regarde la religion un peu d'un mauvais œil, mais qui est juive parce que sa mère était juive. Pas pratiquante non plus. Non, elle fait partie de ces femmes qui sont venues en France après-guerre, qui venaient du Maroc. Et pour elle, venir en France, ça voulait dire essayer d'être française. Et être française, ça voulait dire s'intégrer, renier une partie de sa culture, en tout cas mettre ça de côté. Elle voulait être française. Mais elle était juive parce que sa mère... Non, je suis juif parce que, je sais pas, quand j'étais petit dans ma famille, bon, pas chez moi, mais mes cousins, j'étais à la bar mitzvah de mon cousin, j'ai fêté Shabbat plus d'une fois. Il y a un truc que j'aimais bien chez les juifs, je sais pas s'il y a des juifs parmi nous. Non, je suis tout seul. Un petit-fils de juif. Non, il y a un truc que j'aimais bien, en tout cas dans ma famille juive, c'est cette façon qu'ils avaient en permanence de négocier avec Dieu. Une négociation tout le temps. Je vous donne un exemple. Le Shabbat impose qu'on ne travaille pas le samedi, en particulier qu'on ne crée pas d'énergie. Ma famille, qui voulait respecter rigoureusement le Shabbat, ne voulait pas allumer la lumière le samedi, parce que c'était de la création d'énergie. Alors ce qu'ils faisaient, c'est que le vendredi après-midi, ils mettaient une minuterie, ils le font encore en fait, ils mettent une minuterie et comme ça la lumière, elle s'allume toute seule le samedi. Tu vois le truc, c'est un espèce de... T'inquiète Dieu, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est la minuterie. Non, j'aimais bien. Enfin, je suis juif. Bah, je suis surtout catholique en fait. Bah, c'est vrai, d'abord parce que mon père est catholique, c'est un Italien, un ouvrier italien catholique, un catholique qui ne croit pas en Dieu, mais enfin un catholique pratiquant quand même. Marxiste lui aussi. Mais sa mère était catholique, elle m'amenait à l'église, moi j'aimais bien allumer les bougies dans les églises, je trouvais que ça sentait bon, enfin je sais pas. Puis il y a plein de choses du catholicisme que j'ai en moi, enfin je travaille pas trop le dimanche, j'essaye d'éviter, sentiment de culpabilité, je sais pas, des choses comme ça quoi. Enfin, catholique. Je suis surtout un homme de gauche, enfin de gauche, d'extrême gauche quoi, enfin, communiste, enfin trotskiste, enfin... anticapitaliste, voilà. Marxiste, voilà. Marxiste altermondialiste, enfin, altermarxiste, voilà, altermarxiste, c'est ça. Je suis français, ouais, je suis français, j'ai grandi en France, je suis né en France. Pour moi, président, ça rime avec Mitterrand. J'ai fait la fête en 98 quand on a gagné la Coupe du Monde, j'ai voté Chirac, en 2002, hein, en 2002. Je sais pas, je connais toutes les chansons de Brassens et Renaud par cœur, par exemple. Ça, c'est...
Ouais, c'est un peu prétentieux, je suis d'accord, mais je te mets au défi, vas-y. Allez, chante. Bah une, vas-y. Hexagone. Hexagone. Ils font la fête au mois de janvier car une nouvelle année commence et depuis des éternités, elle n'a pas tellement changé la France. Une autre? L'oncle Archibald. Oh, vous les arracheurs de dents, tous les cafards, les charlatans, les prophètes, comptez plus sur oncle Archibald pour payer les violons du bal à vos fêtes, à vos fêtes. En criant c'est ça. On arrête là. Je suis italien aussi. Hein, c'est vrai, je suis italien, mon père est italien, j'y ai grandi. Et... il y a un truc que j'aime bien chez les Italiens, c'est la façon de commander le café. Ah, ça c'est... Parce qu'en France, on va dans un café, on rentre, bonjour, un café s'il vous plaît. En Italie, c'est plus subtil. Hein, D'abord, le café, on peut le vouloir serré, normal ou allongé. Bon, ça c'est vrai en France aussi. On peut le vouloir avec une goutte de lait, on peut le vouloir avec une goutte de lait chaud ou avec une goutte de lait froid. On peut le vouloir dans une tasse en céramique ou dans un verre en verre. Je vous assure que les gens ont ce niveau d'exigence. On peut le vouloir dans une tasse en céramique qui elle-même est chaude, ou dans une tasse en céramique, ou dans un verre en verre par exemple qui serait froid ou chaud. On peut le vouloir avec du sucre, sans sucre, ou avec ce truc qu'à Naples ils appellent la cremina, qui est le noir du café avec le sucre qui touille et qui fait cette crème. Ce qui fait qu'il est assez régulier de voir quelqu'un rentrer dans un café et dire « Oh salve, buongiorno, vorrei un caffè stretto con un po' di latte freddo in una tazza di vetro caldo con la cremina, per favore. » Un café, s'il vous plaît. Je suis éducateur populaire, c'est mon métier. Je suis fanfaron. C'est pas juste que je me la ramène, hein, c'est que je joue dans une fanfare. C'est vrai. Je suis fils de 2 femmes homosexuelles. Ça intéresse beaucoup les journalistes en ce moment. C'est à la mode. Je suis blanc, je suis hétéro, je suis un mec. Enfin, j'ai plein d'identités, quoi. Bon, enfin, j'imagine que c'est votre cas à tous. Ben, y a un truc que je suis venu vous raconter aujourd'hui. C'est il y a eu un jour dans ma vie, un jour, où toutes ces identités ont disparu pour fondre en une seule. Un jour seulement. C'était le 15 février 2004. À l'époque, j'étais militant, étudiant et militant à Angers, une ville de l'ouest de la France. Je ne sais pas s'il y a des Angevins parmi nous. Non, il faut dire pour la caméra, il y a très peu de gens dans la salle, hein, c'est pour ça aussi. J'habitais à Angers, j'étais militant contre la guerre. Je militais sur ma fac et c'était le mouvement qui en 2003, un an avant, le 15 février 2003, exactement un an avant, il y avait eu cette manifestation avec des millions de personnes de par le monde contre la guerre en Irak. Et donc on militait avec des assos de quartier, avec des assos universitaires, avec les gens du mouvement de la paix qui étaient un peu plus âgés que nous, avec des collectifs musulmans aussi. On militait tous ensemble contre la guerre. Et le 15 février 2004, il y a cette manifestation qui est appelée contre une loi qui allait passer un mois plus tard, qui est passée un mois plus tard, d'ailleurs le 15 mars 2004, une loi, comment ça s'appelait, d'interdiction des signes ostentatoires de religion dans les écoles publiques, en fait, d'exclusion des femmes qui portaient le voile des écoles publiques. Et donc il y avait une manifestation qui était appelée à Angers. Moi j'avais envie d'y aller, parce que je trouvais ça pas sain de virer les femmes, les filles des écoles. Et puis j'étais militant à l'époque à la LCR, qui est une organisation trotskiste qui est devenue le NPA aujourd'hui. Et les camarades de la LCR m'avaient dit non, il vaut mieux pas y aller, c'est des gens chelous qui organisent, on les connaît pas trop. Ils nous ont même pas invités à la réunion. Bon, moi je décide d'y aller quand même avec un collectif qui s'appelait Collectif de lutte altermondialiste. Et donc je me rends à la manifestation. Alors j'arrive à la manifestation place du Ralliement à Angers. Et là, la place du Ralliement était pleine d'Arabes. Mais pleine, hein. Alors, il n'y a pas d'Angevin parmi nous, je pense qu'il faut être Angevin pour saisir l'effroi que ça fait à ce moment-là, parce qu'en fait, place du Ralliement à Angers, il n'y a jamais d'Arabes, quoi. Les Arabes, on les met dans des quartiers périphériques, qui ont des jolis noms, hein, Belle-Beille, La Roseraie, Bellefontaine, tout ça. Non, Bellefontaine, c'est à Toulouse. Montplaisir, voilà. Mais pas dans le centre-ville d'Angers. Et là, alors plein d'Arabes, toutes sortes d'Arabes, hein, des hommes, des femmes voilées, des femmes non voilées, des jeunes, des vieux. Bon. Je rentre dans la manifestation. Et là, il y a Karima qui vient vers moi. Karima, c'était une militante qui portait le voile et que j'avais connue dans le mouvement contre la guerre. Elle vient vers moi, elle me dit « Pablo, est-ce que tu peux m'aider à distribuer les tracts? Parce que j'essaye de les donner et les gens veulent pas. » Alors, je voulais me foutre de sa gueule.
Pour une raison simple, c'est que c'est la règle quand on distribue un tract que les gens ne le veulent pas. Moi, ça faisait un peu vieux baroudeur de la politique. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà distribué des tracts, au moins vous en avez déjà reçu. Alors ça se passe à peu près comme ça. Vous vous baladez dans la rue et vous voyez le mec là-bas qui veut vous refourguer le tract. Alors vous vous décalez un petit peu sur la droite, l'air de rien. L'autre, pas con, il a remarqué, il se décale sur la gauche et il vous refourgue le tract. Que vous pliez, que vous jetez. Ou bien vous dites non merci, je l'ai déjà eu. Évitez le « je l'ai déjà eu ». Tu veux dire un truc? C'est quoi le tract? Un tract, c'est un papier qui explique le contenu de la manifestation ou qui explique pourquoi est-ce qu'on se manifeste, voilà, contre quoi on est, pourquoi on est. C'est un papier. Et souvent vous dites « je l'ai déjà eu » et c'est pas très sympa de dire ça parce que en fait, moi ça m'est arrivé, je vous assure, une fois, j'avais passé la nuit à faire le tract, je l'avais imprimé dans les orthographies du syndicat sud étudiant, à 6 h du matin j'arrive au marché, je suis là motivé pour distribuer mon tract, le premier tract que je donne, je l'ai déjà eu. Je dis, bon, évitez, dites, ça m'intéresse pas, je sais pas. Donc je pensais, je voulais me foutre de sa gueule, et puis elle me dit non, en fait c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, elle a voulu les tirer avant les tracts, elle est allée au magasin de photocopie, elle s'est fait jeter par la femme qui tenait le magasin de photocopie. Donc je dis bon, ok, je prends les tracts. Voyons ce que cette racaille islamiste a à raconter. La manifestation s'appelait « Une école pour toutes et tous ». Et le tract disait... Donc le tract, c'est une école pour tous. L'école doit être ouverte à toutes et tous. C'est un lieu d'émancipation, d'ouverture, de rencontre. Je me mets à distribuer le tract. Alors, il faut imaginer qu'à l'époque, j'avais à peu près la même barbe, à peu près les mêmes cheveux, un kéfier en plus. Et je distribuais un tract dans une manif d'Arabes. J'en veux pas de ton tract. Quand on vient dans vos pays, on vous fait pas chier. Pourquoi vous nous faites chier chez nous? Heureusement qu'il y a des gens comme Jean-Marie Le Pen pour redresser le pays. Mais nous, on s'adapte à votre culture. Nous, on enlève nos chaussures dans vos mosquées. Pourquoi vous les laissez pas tranquilles, vos femmes, vos sœurs? La dernière, j'avais envie de réagir parce que c'était une femme qui ressemblait à ma mère. Elle avait une cinquantaine d'années, manifestement féministe. Pourquoi vous ne les laissez pas tranquilles, vos femmes, vos sœurs? Je vais la voir, je dis mais non, mais vous comprenez pas, moi je suis pas musulman, moi, je veux dire, je suis pas musulman, je suis pas comme eux, moi. C'est qui d'ailleurs ces gens-là? C'est un arabe, va! J'ai pas compris ce qui s'est passé ce jour-là. Je suis allé en parler à mes camarades de la LCR. Je voulais leur expliquer que... Je voulais leur dire, le racisme existe, je l'ai rencontré. Alors, il paraît que tu allais à la manifestation dimanche. Beau travail. On t'avait dit que c'était des gens dangereux. On t'avait dit que... Mais bien sûr qu'on les connaît, mais allez, fais pas l'innocent, mais on sait très bien qui c'est, ces gens qui rôdent dans les... Arrête. Tu te rends compte que tu renforces le communautarisme en allant dans ces endroits-là? Tu renforces le racisme. Voilà, moi j'avais envie de me foutre dans un coin et de chialer. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Enfin, je suis parti quand même, j'ai mon honneur, mais après j'ai pleuré. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Alors, j'ai compris après que j'avais été embarqué dans ce que certains ont appelé la mécanique raciste et que je vais essayer de vous présenter avec ce magnifique tableau qui m'a été fourni par les gens du Café Bois Sec, merci. Parce que, je ne sais pas d'abord, est-ce qu'il y a des racistes dans la salle? Non? Moi, je hais les frelons. Tu es les? Les frelons. Les frelons. D'accord. Ça le race. Très bien, ça le race. Non, mais il y a rarement des racistes... Hein? Les frelons? Les puces, les tigres. Ouais, tous. Les asiatiques surtout, les jaunes. Ça le race. Non, mais il y a rarement des racistes dans mon spectacle. En fait, en général, il y a rarement de racistes en général. Marine Le Pen, il n'y a pas très longtemps, reprécisait un journaliste, je vous remercie de me donner l'occasion d'expliquer que je ne suis pas raciste, que le Front National n'est pas un parti raciste. En fait, quand on parle du racisme, il y a deux façons d'appréhender les choses au moins. La première, c'est de parler de cette théorie scientifique qui a été développée au XIXe siècle, la théorie des races, qui disait, ben voilà, il y a différentes races, les unes sont supérieures, les autres inférieures peut-être, mais en tout cas, on peut distinguer les gens en différentes races. Et à l'époque, c'était pas plus subversif de dire je suis raciste que de dire aujourd'hui je crois en la mécanique quantique.
Mais depuis que les scientifiques ont démontré que génétiquement ça n'avait pas de sens de parler de race pour les êtres humains, le racisme a pris un autre sens. Aujourd'hui, tout le monde se réfère à ça pour dire je ne suis pas raciste. Combien de fois on a tous entendu les phrases « Non mais moi je ne suis pas raciste, mais… » Après, tu peux être sûr que ça va être horrible. C'est « Je ne suis pas raciste selon ce premier sens-là. Je ne crois pas qu'il y ait des races et certaines supérieures à d'autres, mais quand même les Arabes… » Donc, ne parlons pas de ce racisme-là, parlons de l'autre, celui qui fait qu'il y a de la discrimination, celui qui fait qu'il y a de la discrimination à l'embauche, à l'entrée des boîtes, tout ça. Et donc, parlons de cette mécanique raciste. Waouh! La mécanique raciste. La première chose que je voudrais défendre, ça fait très prof, j'adore. C'est que ce n'est pas l'individu qui est raciste, c'est l'acte. Alors comment fonctionne la mécanique raciste dans la construction d'actes racistes? Eh bien la première chose… Je vais t'embêter. Oui. Et la mécanique sexiste? Ah très bien, on y vient. En sexiste. Homophobe. Donc j'appelle mécanique raciste cette mécanique que vous allez voir qui englobe à mon avis largement le sexisme et l'homophobie. Pour moi tout ça c'est la construction de race. Parce que si la race n'existe pas biologiquement, elle existe bien socialement. Et c'est une construction, une racisation des êtres humains qui est la même mécanique qui fonctionne sur l'homophobie, sur le sexisme et sur bien d'autres discriminations comme l'islamophobie par exemple, l'antisémitisme, etc. Alors la première chose, ce que je vais raconter là c'est pas de moi, c'est Thévanian qui me l'a raconté. Et c'est Sartre qui lui avait raconté, par bouquin interposé. Il s'agit de construire le stigmate. L'idée, c'est si on veut pouvoir raciser les gens, si on veut pouvoir dire il y a les uns et les autres, il faut bien qu'on puisse les identifier, les séparer. Alors construire le stigmate… Je donne un exemple sur la séparation, l'identification, pouvoir identifier quels sont ceux qu'on va discriminer. Jean-Marie Le Pen, au moment de la loi en 2004, avait dit « Bien sûr, je suis contre le voile à l'école, évidemment, l'école est un lieu laïque, on ne veut pas de ça là. Mais par contre, je ne suis pas contre le fait qu'elle puisse porter le voile dans la rue. Ça permet de les identifier. » Sur la construction du stigmate, je pense qu'on a joué notre rôle. Quand je dis « nous », je parle les antiracistes. Je ne sais pas si vous vous rappelez le slogan d'SOS Racisme, « Touche pas à mon pote ». Mon pote. L'autre. Celui qu'on protège, qu'on défend, c'est l'autre. Il faut accepter l'autre, parfois même tolérer. Il faut tolérer la différence. Bon, elle fait chier, mais bon, il faut la tolérer. En tout cas, il faut accepter la différence. La différence, c'est l'autre. Évidemment, la différence, c'est l'autre. Je vous ai pas dit tout à l'heure dans mes identités, il y en a une, c'est que je suis prof de maths. Et alors, la différence, c'est l'autre, j'aime bien parce qu'en mathématiques, alors attention, accrochez-vous, cours de maths, si A est différent de B, alors, attention, accrochez-vous, B est différent de A. Ouf. Oui, mais la différence, c'est l'autre. C'est l'autre. C'est qui l'autre? Il y a Christine Delphi, une sociologue que j'aime beaucoup, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Classer, dominer, qui est l'autre ?» Elle dit, quand on nous dit « il faut accepter l'autre », qui c'est qui parle déjà? Déjà, c'est pas l'autre, sinon il dirait il faut m'accepter. Enfin, c'est pas un autre, quoi. Sinon il dirait il faut nous accepter. Non, donc c'est pas l'autre. On va l'appeler l'un. Donc il y a l'un qui parle à nous. Alors nous ne sommes pas l'autre non plus, sinon il dirait acceptez-vous. Hein, non, il dit pas ça. Donc l'un parle à nous les uns, pour dire il faut accepter l'autre. Voilà. L'autre, c'est celui qui parle pas. C'est celui. D'ailleurs, il parle pas. L'autre dans les médias, on l'entend pas trop parler. L'autre, c'est celui auquel on peut donner un nom. On peut l'appeler indigène, puis travailleur immigré, puis travailleur issu de l'immigration, issu de la diversité maintenant, c'est pas mal ça. Donc lui par contre il ne peut pas nous donner un nom, évidemment. D'abord il ne peut pas se donner un nom à lui-même, sinon c'est un communautariste. Alors s'il nous donne un nom à nous, bah, c'est du racisme anti-blanc, attends. Tu vas quand même pas croire que c'est toi qui… Cette construction du stigmate, elle marche tout pareil sur ça. Hein. Enfin, on a eu besoin de diviser l'humanité en deux catégories, les unes qui vont être opprimées, et puis les autres qui vont être opprimés, et puis les uns qui opprimeront.
La première étape, donc, c'est construire le stigmate. Deuxième étape, le péjorer. C'est pas tout de pouvoir séparer l'humanité en deux catégories, mais il faut le rendre ridicule, le rendre méprisable, ce stigmate. Il faut bien montrer quand même, être une femme, on est moins fort, moins voyant, moins courageux qu'un homme. Enfin, bon, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, faut le reconnaître. Enfin, c'est pas par méchanceté que je dis ça. Enfin, je ne suis pas sexiste. C'est expliquer que... C'est expliquer que les Noirs sont paresseux, que les Arabes sont des voleurs, que les homosexuels... quand même, l'homosexualité, moralement, enfin, pour les enfants surtout, hein, donc la deuxième étape, c'est voilà, le rendre méprisable. C'est absolument important. Troisième étape de la mécanique raciste, l'essentialisation. On va se focaliser sur un seul élément, une seule identité. Essentialisation. Il y en a un qui est très fort là-dedans. Je ne parle pas d'une personne, hein, je parle d'un mot. C'est les sans-papiers. Ça, c'est génial. Le mec, il est juste sans papier. Voilà. Plus rien d'autre. Toutes les identités dont je vous parlais tout à l'heure, disparues. Un arabe, un noir, un homosexuel. Voilà, un homosexuel. Mais il n'y a pas de rapport de classe, de genre, il n'y a plus de... Non, non. Un homosexuel, bon, très bien. Quatrième étape. L'homogénéisation. Ah ça, on va généraliser. En fait, on va dire que tous les porteurs du stigmate sont à peu près pareils. À peu près. Bon, bien sûr, il y a les musulmans radicaux et les musulmans modérés, mais enfin quand même, globalement, homogénéisation. Ah voilà, donc on va parler des Noirs, des Arabes, des jeunes, le jeune, ouais, aussi. Les homosexuels ont une tendance quand même, les femmes sont... voilà, il y en a un qui est pas mal sur les femmes, ça va plus loin que ça. On ne dit même pas la journée mondiale des femmes, on dit la journée mondiale de la femme. La femme. Imaginez, aujourd'hui c'est la journée du noir. C'est la même. Hein. Donc la femme, ça devient même un concept, tellement on a homogénéisé les femmes. La cinquième étape, qui en fait est la première, vous avez remarqué que ça fait une boucle. La cinquième étape, qui en fait est la première, c'est la justification des inégalités, des discriminations. Justifier les discriminations. Parce que le problème, c'est les discriminations. En soi, que des gens soient racistes, qui défendent des... On pourrait s'en foutre. Le problème, c'est qu'il y a des discriminations concrètes et qu'on les accepte. On accepte. On râle des fois, nous, la gauche, mais enfin, on accepte que les femmes soient moins bien payées que les hommes. On accepte que la politique de la ville qui a parqué les immigrés à leur époque et aujourd'hui les descendants de l'immigration, qui sont toujours considérés comme des immigrés, dans des endroits où il y a du contrôle aux faciès, on accepte. Et on l'accepte parce qu'en fait, on rentre dans cette mécanique nous-mêmes, d'une certaine manière. On accepte que les médias, on va y revenir. C'est la première, donc je l'écris 5, mais je pense vraiment que c'est la première, parce que c'est celle-là qui justifie comment est-ce qu'on va construire le stigmate. Il ne faut pas croire que la distinction arabe et blanc ou arabe était une distinction qui existait avant le racisme anti-arabe. En fait, c'est le contraire. Il y a eu une discrimination du fait de l'immigration. Pour être sincère, le racisme lui-même, comme théorie scientifique, a été construit au moment où on disait les hommes naissent libres et égaux en droit, mais on continue l'esclavage. Et donc, bon, ouais, mais c'est pas tout à fait des hommes. C'est des hommes, hein, mais pas tout à fait. Et puis, si c'est pas l'esclavage, parce que certains, évidemment, se battaient contre à l'époque de la Révolution française, ça a été la colonisation, etc., etc. La mécanique raciste. Ce que je vais essayer de défendre, donc, c'est que c'est pas la personne qui est raciste, c'est l'acte qui est raciste. Quand il rentre dans cette mécanique, il y a un caillou, hop. Quand il rentre dans cette mécanique et qu'on s'y fait inclure nous aussi, parfois malgré nous. Il y a quelqu'un qui disait, c'est Saïd Bouamama, j'aime bien ce sociologue aussi, qui disait
c'est pas une question de mentalité. Il disait, le racisme c'est un sport national, et le problème c'est pas les joueurs, c'est la règle du jeu. Voilà. Ce qu'il faut c'est changer la règle du jeu. Bon, alors bien sûr les joueurs, bon, si les joueurs arrêtaient de jouer, c'est sûr que ça réglerait pas mal le problème. Mais ce à quoi il faut s'attaquer, c'est à ça. Et en particulier, je pense, et c'est ça que je vais traiter surtout dans cette conférence, ce nouveau racisme qui se construit sur des bases culturelles, parce qu'on n'a plus la base génétique qu'on avait à une époque, et qui nous pousse à penser en ces termes-là, néocoloniaux, dominants, notre culture est supérieure à la leur, chez nous comme chez eux. Et un des acteurs principaux, je pense, de la construction de cette mécanique raciste, ce sont les médias. Une fois de plus, c'est la question de la délinquance des jeunes, sur fond d'insécurité, qui monopolise l'attention des banlieues parisiennes, et ce quelques mois seulement après l'élection de François Hollande. Viols en réunion, braquages, agressions tournantes sont le quotidien dans ces quartiers que la civilisation a désertés. De Mantes-la-Jolie et au risque de sa vie, notre envoyé spécial Thierry Thiraud. Thierry, oui, tout à fait. La délinquance des jeunes connaît une ascension sans précédent qui n'est pas sans inquiéter les forces de notre président. Il suffit de regarder les statistiques, hein, le nombre de reconduites à la frontière d'étrangers délinquants, hein, enfin présumés délinquants, a augmenté de 42% l'année dernière. Le nombre de contrôles de police, hein, de présumés délinquants, qu'ils soient d'origine arabo-musulmane, afro-antillaise ou tzigano-roumaine, a augmenté de 23%. Comme vous le voyez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je parlais d'ailleurs avec un chiffre tout à l'heure qui me disait que les gens ne se sentent plus en sécurité dans ces quartiers. Mais c'est surtout l'apparition de deux phénomènes nouveaux qui inquiètent les forces de sécurité. D'une part, le développement d'une sorte de guerre de gang, un conflit interethnique qui s'inspire largement du conflit israélo-palestinien en reprenant à son compte l'antisémitisme, ici absolument omniprésent. D'autre part, le développement d'un intégrisme musulman, véritable base de recrutement pour le djihad islamique et qui, de burqa en quick halal, joue un rôle majeur dans l'oppression des jeunes filles de ces ghettos communautarisés. Une question se pose alors pour nous tous, c'est doit-on encore laisser faire longtemps sans réagir? Bon, j'ai un peu forcé le trait. Oui, Philippe, bon, un petit peu. Mais pas tellement quand même. Hein. Pas tellement, j'en ai un là... C'était pendant l'affaire Mera, je ne sais pas si vous vous souvenez. Le Figaro, bon, peut-être un journal de droite quand même, enfin... Mohamed Mera, 24 ans, français d'origine algérienne, soutenu semble-t-il par un réseau familial, se réclame d'Al-Qaïda, du djihad et de sa guerre menée contre l'Occident et les mécréants. Il est le prototype du nazi-islamiste qui avait fait se rapprocher naturellement, durant la Deuxième Guerre mondiale, le grand moufti de Jérusalem et Adolf Hitler. Cette tragédie est due à la crise de la cohésion nationale, née d'une immigration impensée, d'un code de la nationalité angélique, de la survenue d'une idéologie totalitaire. Celle-ci trouve ses protections aussi bien chez les antiracistes, au nom de la lutte contre l'islamophobie, que chez Tariq Ramadan et ses alliés d'extrême gauche, au nom de la réislamisation des musulmans, de leur visibilité et d'un antisionisme suintant la haine du juif. Vous voyez l'idée de construire des catégories médiatiques, d'abord le stigmate, de parler des jeunes, les quartiers, la violence. Qu'est-ce que c'est que la violence? Pendant les émeutes qu'il y avait eu en 2005, ils avaient fait une enquête qui avait été publiée ensuite et ils avaient demandé aux habitants des quartiers « Êtes-vous pour ou contre la violence ?» Donc attention scoop, hein, les gens étaient contre. Mais on ne leur a pas demandé « C'est quoi pour vous la violence ? C'est la violence d'État sécuritaire, c'est l'insécurité sociale qui fait que vous n'avez pas de boulot, ou c'est les jeunes qui brûlent les bagnoles ?» Enfin, peut-être ils étaient contre cette violence-là, c'est possible, mais enfin... Non, et puis voilà, les jeunes, les arabes, les musulmans, ça c'est sûr. Construire l'islamalgame, ce qu'appelait l'islamalgame, c'est Daniel Mermet qui a inventé ça. En fait, c'est faire une phrase, celle d'Ivan Rioufol est parfaite. On prend une phrase, on met dedans jeunes, arabes, musulmans, immigrés, israélo-palestiniens, islamistes, pourquoi pas nazis à ce point-là. Hop, on fouille, on touille un peu, et puis ça nous fait une belle phrase. C'est des arguments légitimistes aussi, les chiffres parlent d'eux-mêmes, ça on l'entend tout le temps. Enfin, peut-être pas les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais les statistiques, les machins, les trucs. On peut faire dire pas mal de choses aux statistiques. Il y a un magnifique exemple. Vous pouvez le retrouver sur le site Les mots sont importants. Je vais peut-être être approximatif.
C'était un exemple qui parlait du nombre d'interpellations. Donc la statistique disait qu'il y avait une augmentation du nombre d'interpellations de Roumains. Donc interpellation dans le sens présumé délinquant, enfin des gens dont on suppose, peut-être même du contrôle au faciès en fait. Hein. Donc il y avait plus de contrôle au faciès, enfin plus d'interpellations de gens qui avaient un visage roumain et qui étaient roumains. Et le journal titrait « Hausse de la délinquance étrangère ». Alors que c'était hausse du contrôle au faciès qu'il aurait fallu titrer. Si c'est pas clair, vous regarderez le DVD. Les mots sont importants, lmsi.net. Ah oui, et puis alors, ils se sont lâchés sur les élections, les médias, ils y sont allés à fond, mais il faut dire qu'il y avait le Front National qui courait, la droite qui essayait de rattraper le Front National, la gauche, bon, tant bien que mal, ils nous ont mis Manuel Valls à l'intérieur, pourquoi pas. Ah, et puis alors, le dernier venu, c'est le racisme anti-blanc. Celui-là, il est pas mal. Donc évidemment, la sortie de Copé sur le racisme anti-blanc. Malheureusement, ce n'est pas qu'un concept de droite. Même le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, le MRAP, défend dans ses statuts l'existence du racisme anti-blanc. Il y a 2 attaques en ce moment de procès, l'une pour racisme anti-blanc, l'une de Houria Boutelja, porte-parole du Parti des indigènes de la République, puisqu'elle a dit dans un débat, quand on lui parlait de Français de souche, elle disait « Mais qu'est-ce que c'est cette souche dont vous nous parlez ? C'est quoi cette souche ? Je ne sais pas d'où elle vient. » Elle disait « Bon, ben, comme les Français d'Algérie, on les appelle des Algériens. » Elle dit « Les Français de souche, on va les appeler des souchiens. » Et elle est attaquée en justice, Alain Finkielkraut notamment étant dans les gens qui portent plainte, puisqu'il entend très très bien le tiré qu'il y a entre sous et chien dans sous-chien. Et donc racisme anti-blanc, un autre exemple, c'est Saïd Bouamama et Saïd du ZEP, Zone d'expression populaire, qui sont attaqués en justice pour avoir écrit un bouquin qui s'appelle Nique la France, et donc attaqués de racisme anti-blanc. Alors j'aimerais devant vous, je ne sais pas si c'est polémique ou non, dire haut et fort, le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Voilà. Et alors pourquoi ça n'existe pas ? Il y a au moins 2 raisons pour lesquelles ça n'existe pas. La première, c'est que le racisme, c'est une mécanique, dont l'élément clé est la discrimination. Voilà. Ce n'est pas juste des a priori enfin, ou de la haine ou du ressenti, c'est un système social dominant qui domine à travers des discriminations concrètes. Les Blancs en France ne subissent pas ces discriminations. Ils ne font pas partie de cette mécanique raciste. Mais il y a un deuxième argument. Et celui-là, il nous est donné par Pierre Desproges. Je ne sais pas si vous connaissez ce sketch de Pierre Desproges. On me dit que des Juifs se sont glissés dans la salle. Vous pouvez rester. N'empêche qu'on ne mettra pas de l'idée que pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux Juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. Il est vrai que les Allemands, de leur côté, cachaient mal une certaine antipathie à l'égard des Juifs. Mais enfin, ce n'était pas une raison pour exacerber cette antipathie, en portant une étoile à la veste, pour bien montrer qu'on n'est pas n'importe qui, qu'on est le peuple élu. Et pourquoi j'irai pointer au vélodrome d'hiver ? Qu'est-ce que c'est que ces wagons sans banquette ? Et j'irai aux douches si je veux. Ouais. Ouais, ça serait un peu simple en fait, de dire le racisme c'est juste du ressentiment des Juifs à l'égard des Allemands. Je veux dire, quel racisme anti-allemand Enfin, je veux dire, on pourrait traduire la réalité d'aujourd'hui, les attaques qui sont faites à des gens qui ont du ressentiment, effectivement, envers une société qui les attaque. Et les gens qui le constituent, qui acceptent cette mécanique raciste. On me dit que des Arabes, des Noirs et des musulmans se sont glissés dans la salle. Vous pouvez rester. N'empêche qu'on ne m'ôtera pas de l'idée que pendant la décennie 2010, de nombreux Noirs, Arabes et musulmans ont eu une attitude carrément hostile à l'égard de l'État français. Alors bien sûr, les Français cachaient mal une certaine antipathie à l'égard des Arabes, des Noirs et des musulmans, mais enfin, ce n'était pas une raison pour exacerber cette antipathie, en arborant fièrement le stigmate, en s'appelant indigène de la République. Et pourquoi que je devrais aimer la France et qu'est-ce que c'est que ces contrôles aux faciès et j'enlèverai mon voile si je veux. C'est à peu près ça qu'on nous propose en fait. Le truc, c'est que chez Desproges, c'était un sketch, quoi. Il peut faire rire ou non. Dans l'autre cas, c'est la réalité. Et puis en plus,
toutes ces attaques-là, toute cette construction médiatique, tout ce racisme, c'est porté par un concept qui est la liberté d'expression. Zemmour, par exemple, vous connaissez Éric Zemmour, je pense. Ah, c'est un grand défenseur de la liberté d'expression. Parce que lui, il a dit, par exemple, hein, la plupart des trafiquants sont noirs et arabes, c'est comme ça, c'est un fait. Il est accusé en justice pour avoir dit ça. Et il dit quand même, liberté d'expression, j'ai quand même bien le droit d'insulter les arabes, merde, enfin, on est où? On n'est plus chez nous, quoi. Hein, la liberté d'expression. Et puis alors, le truc, c'est que ça marche, hein, en partie. Ils apparaissent comme des grands défenseurs de... On va faire un petit... juste, je vous pose quelques questions. Levez la main juste si... On va faire un truc sur la liberté d'expression. Voilà. Je vais vous dire des phrases, et vous allez lever la main si vous considérez que ces phrases, elles sont choquantes, elles vous choquent, elles vous perturbent, je sais pas, vous les trouvez dérangeantes. Bon. Allez, on y va. Je me suis mis à travailler comme un nègre. Je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin. Ouais, me choque. Guerlain, hein, c'est... Gerlin, c'est ça, Gerlin? Guerlain. Les chambres à gaz sont un détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a beaucoup que ça pose des problèmes. Attention, celle-là, elle est pas mal, elle est moins connue. Il faut admettre que l'esclavage est le premier exemple de grand commerce international entre blancs, noirs et arabo-turcs, rentable pour toutes les parties. Ça, c'est Pétré Grenouillot, l'Express, en 2005. Ouais. Alors, on va faire un autre jeu. Vous allez lever la main maintenant si vous pensez que les phrases que je vais vous lire devraient être interdites. Il devrait être interdit de prononcer cette phrase publiquement. Voilà, il faudrait qu'il y ait une loi qui dise bah non, ce genre de phrases n'ont pas le droit d'être prononcées publiquement. Je me suis mis à travailler comme un nègre. Je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mes enfants. Donc il y a 4 personnes qui pensent que la loi devrait l'interdire. Les chambres à gaz sont un détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. C'est interdit. Est-ce que c'est bien que ce soit interdit? On n'a pas le droit de le dire. C'est nuancé, hein? Toi, tu le dis? Hein? Toi, tu le dis ce soir? Moi, je le dis ce soir. Ouais. Pour faire réagir Ok. les gens, mais tu le cites. Je le cite pour faire réagir les gens, c'est juste. Le dire dans les détails, 6 millions, 160 millions, c'est un détail. C'est un détail qui tue. Maintenant, vous connaissez le contexte dans lequel ça a été dit. Est-ce que vous pensez que c'est juste qu'il ait été réprimé pour l'avoir dit? Quand Brice Hortefeux dit publiquement « Quand il y en a un, ça va », c'est quand il y en a beaucoup que ça pose des problèmes. Est-ce qu'il a le droit de dire ça publiquement en tant que ministre? Non, mais est-ce qu'il faudrait qu'il soit accusé par la justice pour avoir dit ça publiquement? La plupart des trafiquants sont noirs et arabes, c'est comme ça, c'est un fait, à la télé, comme chronique. On lui coupe la tête carrément. Pourquoi pas? Mais le problème, c'est de faire des lois et des lois et des lois et des lois, et on finit par, effectivement... Mais c'est un problème, en effet. Problématique. Le truc, c'est que moi, je crois qu'on se fait avoir dans cette histoire de liberté d'expression. On se fait avoir parce que En fait, il y a 2 questions, je pense, qui sont très différentes. L'une, c'est, et on l'a bien vu, vous leviez tous la main dans le premier cas et dans le second cas, moins. L'une, c'est être en capacité de juger l'acte. Est-ce que l'acte participe ou non de la mécanique raciste? Est-ce que c'est un acte raciste de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il participe, qu'il la renforce? Et est-ce que, du coup, il est condamnable? Condamnable. La deuxième question, c'est qui doit avoir les armes pour condamner et pour attaquer? Est-ce qu'on a envie de donner les armes à l'État pour ça? Qu'est-ce qui pourrait se passer dans ce cas-là? Et puis, dans quelle situation ça les met? Je vous donne un exemple quand même sur l'histoire de l'acte. Est-ce que l'acte est raciste? Il y a eu un débat récent qui vient d'un débat un peu plus ancien. Vous vous souvenez sûrement parce que ça vient de ressortir. C'est les caricatures du prophète dans Charlie Hebdo. Alors ça, c'était grandiose. Charlie Hebdo, le grand défenseur de la liberté d'expression. Alors ça devenait... quand même, on a bien le droit d'insulter les religions. On est en France quand même. On a une tradition laïque, anticléricale. On ne va pas nous empêcher ça, etc. Donc je vous rappelle que la première fois qu'il l'avait fait, donc, il reprenait des caricatures danoises, et des caricatures danoises qui étaient des caricatures qui avaient été appelées, c'est-à-dire un journal qui avait dit « S'il vous plaît, faites des caricatures de l'islam, nous voudrons les publier, enfin, ou du prophète. » Donc ils font ces caricatures-là. Et puis, il y a ces émeutes, il y a des grandes manifestations un peu partout dans le monde, et du coup, Charlie Hebdo, en grand défenseur de la liberté d'expression, publie ces caricatures, fait des ventes hallucinantes.
Ils auront... Ouais. Et donc, ils sont attaqués par des organisations musulmanes notamment, des organisations antiracistes aussi, pour l'islamophobie. Et donc, au procès de Charlie Hebdo, sont présents en personne François Hollande, dirigeant de l'opposition de l'époque, François Bayrou, ainsi qu'une lettre de Nicolas Sarkozy en soutien à Charlie Hebdo. C'est-à-dire maintenant, la liberté d'expression, c'est la liberté de dire ce que pensent tous les puissants, en fait, tous les partis au pouvoir. À une époque, la liberté d'expression, c'était la liberté de critiquer le pouvoir, d'être contre le pouvoir. Non, maintenant, c'est la liberté de dire des choses que tout le pouvoir soutient. Et qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ça? À la suite de ça, Nicolas Sarkozy a mis à la tête de France Inter, première radio publique, Philippe Val. Donc celui qui est grand défenseur de la liberté d'expression, le pouvoir le prend et le met à la tête de la première radio publique. En fait, est-ce que c'est un acte raciste ou non? Mais essayons de nous mettre dans un autre contexte. Essayons de nous mettre dans le contexte des années 30, des années 20, est en train de monter un antisémitisme puissant. Et là, le Charlie Hebdo de l'époque, dans les années 20, journal subversif, etc., anti-religieux, produit des caricatures des juifs. Voilà, on va caricaturer les juifs. Bah oui, c'est normal. Je sais pas ce que j'aurais fait moi à l'époque, j'en sais rien. Je dis pas qu'on n'a pas le droit de caricaturer les juifs sous prétexte qu'ils sont sur le point de se faire exterminer. Effectivement, la liberté d'expression, c'est important de continuer à caricaturer les juifs, même si on est dans une vague d'extermination. Mais je sais pas si je l'aurais défendu quand même ardemment. Je pense en tout cas que ça aurait participé, et d'ailleurs les caricatures des juifs qu'on regardait quand on était à l'école ont participé de la construction de quelque chose qui allait jusqu'à de l'extermination. Donc l'acte est raciste. Est-ce que pour autant il faut l'interdire? Ben, je sais pas. Non, pas forcément. Il faut se foutre de la gueule de Charlie Hebdo qui continue à refaire juste pour faire plus de ventes, quoi. C'est des petits cons, c'est juste des petits cons, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit d'être des petits cons. Ça a le droit, je sais pas, moi je m'en fous. En tout cas, ils participent de ça, ils humilient des dizaines de milliers de gens, ils construisent cette stigmatisation, juste pour faire des ventes. Et... Non, bon, il m'énerve. Hein, Mais le deuxième argument, fort, c'est la question de est-ce qu'on veut donner les armes à l'État? Même si on trouve que c'est condamnable, est-ce qu'on a envie que l'État ait les armes de pouvoir interdire ça? Parce que ça peut se retourner contre nous, il faut qu'on en ait conscience. Et là-dessus, il y a un argument qui est souvent utilisé, à mon avis, à mauvais escient, et qu'on devrait plutôt regarder sur comment on pourrait laisser l'État neutre dans ces affaires-là. Et cet argument, c'est la laïcité. La laïcité, je ne sais pas si vous vous rappelez, la loi de 1905, alors dans laquelle le mot laïcité n'intervient pas, mais qui est la loi qui fait office de référence en France pour la construction de la laïcité. La loi de 1905 commence de la façon suivante. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Les restrictions en question de l'article 3 et 4 sont des restrictions d'ordre de qui gère les églises, comment sont financées les choses, etc. Donc, la laïcité, en tout cas l'article 1 de la loi qui fait office de référence en matière de laïcité dit « La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes ». En fait, la laïcité à l'époque, c'était indépendance entre l'État et les églises, c'était l'État reste neutre dans ces affaires-là, il garantit que chacun puisse exprimer sa conscience, que chacun puisse pratiquer son culte comme il l'entend, et il ne prend pas position d'aucune manière sur cette question-là. Aujourd'hui, ce que c'est devenu la laïcité, en tout cas la façon dont c'est pensé médiatiquement et par la plupart des gens, c'est pas tout à fait ça. Aujourd'hui, dans la laïcité, il y a l'idée que l'individu doit être neutre dans certains espaces, dont certains espaces publics. On dit, à l'école par exemple, la laïcité à l'école veut que l'individu, non pas l'État, non pas les représentants de l'État, mais l'usager, soit neutre, religieusement parlant. Je ne sais pas si c'est bien ou mal a priori, enfin, je suis pas en train de... Je dis juste qu'il y a eu un glissement entre l'État doit être neutre et l'individu doit être neutre. Et en plus, ce glissement, il s'est fait sur une ambiguïté du terme public. Il doit être neutre dans l'espace public. Mais qu'est-ce que c'est l'espace public? Je veux dire, ici, c'est un espace public. En tout cas, il accueille du public. La rue, c'est un espace public. L'école est un espace public, effectivement. Il y a une loi en ce moment qui est passée, hein, qui n'est pas une loi sur la laïcité, mais dont on a utilisé l'argument laïque pour la justifier, qui est une loi d'interdiction du niqab, qu'on appelle burqa, parce que ça arrange, ça fait penser à l'Afghanistan. La loi sur le niqab, qui interdit une expression religieuse dans tout espace public.
Ils ont beau dire que c'est une histoire de dissimulation du visage, la vérité, c'est que tous les arguments étaient sur la question de cette pratique religieuse, qu'on peut critiquer, qui est probablement très critiquable. Mais en tout cas, cette expression religieuse est interdite à l'individu. Mais si l'expression religieuse est interdite dans l'espace public, mais alors il n'y a plus de liberté de conscience. Parce que si la liberté de conscience, c'est la liberté de croire dans son soi intime, chez soi, mais alors dans la pire des dictatures, même dans les camps de concentration nazis, il y avait liberté de conscience. Tout le monde avait bien le droit de croire. Tu n'avais pas le droit de le dire, d'accord, mais tu avais le droit de le croire. La liberté de conscience, par nature, c'est la liberté d'exprimer cette conscience. Si on ne peut pas l'exprimer, elle n'y est pas. Donc en fait, le glissement de la laïcité est passé de la neutralité de l'État, l'État doit garantir que chacun puisse exprimer sa conscience, à une imposition d'une certaine restriction sur la liberté de conscience. Même si elle est limitée, même si elle est compréhensible, c'est une restriction. Et puis, c'est pas n'importe qui est restreint. Enfin, je veux dire, ils ont beau nous faire croire que c'est sur les signes ostentatoires, qu'il y a des gens qui se baladent avec des grosses croix à l'école et qu'eux, ils ne pourront plus venir, malheureux, avec leurs grosses croix. Bon, c'est une loi contre les musulmans, ou en tout cas contre les femmes voilées. Alors, certains disaient pour les protéger. On les exclut des écoles, on les exclut de l'enseignement public pour les protéger. En tout cas, c'est eux qui sont attaqués, et il y a plein de gens qui... En tout cas, c'est l'islam qui est attaqué, et peu de gens pour s'en cacher. C'était pas que le voile, hein, par ailleurs, parce que, par exemple, ils ont utilisé cette loi de signes ostentatoires, non pas sur les grosses croix, mais par exemple sur les robes longues. Il y a des jeunes filles qui se sont fait virer d'un collège parce qu'elles portaient des robes longues, qui étaient trop un signe marqueur de religion, mais pas n'importe quelle religion, l'islam. Parce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé à l'époque sur la question de la laïcité, ou peu parler, nous peut-être, on a essayé de dire que dans le Haut-Rhin, dans le Bas-Rhin, en Moselle, la loi de 1905 n'était pas appliquée, on était toujours sur le Concordat, et donc les curés, les pasteurs et les rabbins, et seulement eux, pas les imams, étaient financés par l'État, et les églises... on n'a pas parlé du fait que l'UMP était membre du PPE, qui est le Parti populaire européen, qui est un parti démocrate chrétien. Est-ce que c'est contre la laïcité, ça? Il y a même un parti démocrate chrétien aujourd'hui. Est-ce que c'est contre la laïcité? Je ne crois pas. Mais s'il y avait un parti démocrate musulman... On n'a pas parlé aussi d'autre chose. Je vais vous faire un truc. Alors, je suis un peu désolé, mais bon, ça m'amuse quand même de le faire. C'est je vais vous imposer un discours de Nicolas Sarkozy. Pourtant, on s'était débarrassé de lui. Il vient d'être élu, Nicolas Sarkozy. On est le 20 septembre 2007, président de la République. Il se rend à Saint-Jean-de-Latran, San Giovanni Laterano, pardon, au Vatican, à Rome, pour recevoir le titre de chanoine d'honneur d'une basilique catholique, un titre religieux donc. Messieurs les cardinaux, mesdames et messieurs, et si vous le permettez, chers amis, en me rendant ce soir à Saint-Jean-de-Latran, en acceptant le titre de chanoine d'honneur de cette basilique, j'assume pleinement le passé de la France et ce lien si particulier qui a si longtemps uni notre nation à l'Église. J'ai fait des coupes, hein. Bien sûr, ceux qui ne croient pas doivent être protégés de toute forme d'intolérance et de prosélytisme. Mais un homme qui croit, c'est un homme qui espère. Et l'intérêt de la République, c'est qu'il y ait beaucoup d'hommes et de femmes qui espèrent. La désaffection progressive des paroisses rurales, le désert spirituel des banlieues, la disparition des patronages, la pénurie des prêtres n'ont pas rendu les Français plus heureux, c'est une évidence. Et puis, je veux dire également que s'il existe incontestablement une morale humaine indépendante de la morale religieuse, la République a intérêt à ce qu'il existe aussi une réflexion morale inspirée de convictions religieuses. Parce que la morale laïque risque toujours de s'épuiser quand elle n'est pas adossée à une espérance qui comble l'aspiration à l'infini. Amen. Messieurs les cardinaux, au terme de mon propos et à quelques jours de cette fête de Noël, qui est toujours un moment où on se recentre, c'est ce qui est le plus cher dans notre vie, je voudrais vous dire que je mesure les sacrifices que représente une vie tout entière consacrée au service de Dieu et des autres. Dans la transmission des valeurs et dans l'apprentissage de la différence entre le bien et le mal, l'instituteur ne pourra jamais remplacer le curé ou le pasteur, même s'il est important qu'il s'en approche, parce qu'il lui manquera toujours la radicalité du sacrifice de sa vie et le charisme d'un engagement porté par l'espérance. Partout où vous agirez, dans les banlieues, dans les institutions, auprès des jeunes, dans le dialogue interreligieux, dans les universités, je vous soutiendrai, la France a besoin de votre générosité, blablabla. Ouf. Donc là, neutralité de l'État en matière religieuse, voilà.
Voilà, donc les jeunes filles, s'il vous plaît, ne dites pas trop, ne montrez pas trop votre religion. Par contre, moi qui suis président, bah, finalement je suis président, je fais ce que je veux. Et il y a plein de gens qui s'y sont pas trompés hein, sur cette nouvelle définition de la laïcité. Marine Le Pen proposait dans son programme, regardez sur les présidentielles, la création d'un ministère de l'immigration et de la laïcité. Ah, c'est pas mal ça. C'est immigration et laïcité. Rien à voir, mais si, c'est là. Et il y a plein de gens qui emboîtent le pas. Et puis c'est pas l'idéal de la gauche, c'est pas notre idéal, c'est pas vrai. C'est pas cette laïcité-là. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir avec l'anticléricalisme, le fait de se battre contre le fait que des musulmans puissent exprimer même des valeurs qui sont contradictoires. On peut rentrer dans le débat, mais c'est pas nos valeurs. Sinon, on nie les cultures, quoi. Moi, je disais au début, je suis français. C'est vrai, je suis français. Je suis français, il n'y a pas de honte à ça. Enfin, je veux dire, c'est une identité qui existe, qui est plurielle, qui est contradictoire. Le problème de ce qu'ils ont voulu nous faire avec l'identité nationale, c'est de vouloir le figer de façon complètement ahistorique. Ça a toujours été comme ça sera toujours comme ça, et c'est comme ça pour tout le monde. Non, non, être français, c'est un truc complexe. J'ai un pote italien, il me dit, moi j'aime bien venir en France parce que vous, les Français, vous faites bien le couscous. Et il a raison. En France, on bouffe du bon couscous, c'est vrai, c'est l'identité nationale française. Enfin, mais être français, ça a du sens, et du coup, être arabe, être musulman, ça peut avoir du sens aussi. Et pourquoi on leur refuserait le droit de l'affirmation J'ai connu ce... Jamila, on a appris que tu voulais rejoindre l'organisation. Alors, on te connaît, enfin pas personnellement, mais tu as milité avec nous contre la guerre à l'université. Voilà, comment dire. Bon, voilà, nous sommes une organisation féministe, hein, féministe qui combat l'homophobie, hein, qui défend la laïcité. Bon, et on aimerait te poser quelques questions pour savoir si tu peux rejoindre l'organisation. Alors voilà, la première chose qu'on voudrait savoir, c'est qu'est-ce que tu penses du droit à l'avortement ? Qu'est-ce que tu penses du droit à la contraception? Et qu'est-ce que tu penses de l'homosexualité? Mais Jamila, mais ne t'énerve pas. Eh ben, très bien, eh ben, on est d'accord. Eh ben, parfait, eh ben, on avait besoin de le savoir, c'est tout. Jamila, s'il te plaît, ne t'énerve. Bon, ok. Il faut que tu comprennes que ce qu'on fait là est statutaire. Je veux dire, on le fait avec tout le monde. On se rencontre, on échange, mais on est rassuré. Donc, ok, tu vas pouvoir rejoindre l'organisation, mais il faut que tu comprennes que le fait que tu portes un voile nous pose un problème. Parce que le voile est un symbole d'oppression des femmes. Mais bien sûr, mais sinon les hommes en porteraient. Mais Jamila, donc, tu vas pouvoir rejoindre l'organisation, mais on te demande simplement de retirer ton voile pendant les réunions. Ça s'est passé à Lille, la LCR toujours. Tous les partis de gauche ont été extrêmement contradictoires sur cette question extrêmement divisée. En l'occurrence, c'était la LCR, mon parti. Je connaissais cette personne. La première chose qui m'a énervé dans cette affaire-là, c'est que c'est vrai que c'est statutaire. C'est vrai que dans les statuts de la plupart des organisations politiques, il est écrit qu'avant de rejoindre, il y a un entretien avec le comité local pour voir si on est d'accord sur les idées idéologiquement et tout. Le truc, c'est qu'ils ne le font jamais. Ça donnerait des choses cocasses, hein, par ailleurs. Oui, Marie, voilà, nous avons appris que tu voulais rejoindre l'organisation. Alors, tu n'es pas sans savoir que nous sommes une organisation anticapitaliste, anti-impérialiste. Et il y a des gens qui t'ont vu te balader au McDonald's avec tes enfants. Il paraît même que tu fais tes courses à Carrefour. Donc, nous aimerions savoir, voilà, qu'est-ce que tu penses de la guerre en Irak ? Oui, Jean-Pierre, tu sais que nous sommes une organisation féministe. Nous aimerions savoir qu'est-ce que tu penses du fait que... Enfin, nous avons appris que tu pisses debout chez toi et nous aimerions savoir qu'est-ce que tu penses du fait que c'est ta femme qui nettoie les chiottes. Mais ils ne le font pas. Non, ils ne le font pas. Ils l'ont fait que dans son cas à elle. Ils l'ont fait que dans son cas à elle. Et puis, elle disait qu'elle était contradictoire. Elle disait, bah oui, je suis une marxiste qui croit en Dieu, bah voilà, c'est contradictoire. Je sais pas si c'était contradictoire, mais je disais, mais des contradictions, on en a tous, quoi. Enfin, et alors, on peut militer ensemble. Elle a évidemment pas rejoint l'organisation, vous vous en doutez. Enfin, elle l'a pas fait, et pourtant c'était quelqu'un qui était une militante acharnée contre la guerre dans les quartiers, sur l'université. On aurait pu faire des choses ensemble. Je vais vous raconter une dernière histoire. Avant de clore, c'est une rencontre avec une personne.
une personne qui est décédée il y a quelques semaines, qui s'appelait Claire Mial. C'est une militante de l'Union juive française pour la paix. C'est une organisation antisioniste, enfin, qui se bat contre le fait qu'Israël utilise le nom des Juifs pour justifier les actions qu'il perpètre en Palestine. Et donc j'étais allé la rencontrer pour préparer cette conférence et j'arrive chez elle c'est incroyable. Elle avait un jardin sauvage, musée d'art sauvage. Donc en fait c'était des espèces de sculptures en papier mâché, on aurait dit que c'était fait par des enfants de 2-3 ans, il y en avait partout comme ça. Des tableaux peints, voilà, c'était elle qui avait tout fait, donc on était dans un espèce de décor complètement onirique. Et on se met à parler d'identité, elle me raconte l'histoire de sa famille juive d'Europe de l'Est et de l'arrivée en France, et puis bon, on se raconte tout ça. Elle me dit, moi je suis juive, pour moi c'est vital d'être juive aujourd'hui. J'étais pas juive, mais j'ai fait 20 ans de psychanalyse et je suis devenue juive. Et alors et les gens autour de moi me disent, mais arrête, on s'en fout, on n'en a pas besoin de ça, mais pourquoi se diviser comme ça? Elle dit, mais pour moi c'est vital, laissez-moi être juive, quoi. On discutait de ça et je lui disais, tu vois, moi je lui disais, je supporte pas cette... On nous donne le choix entre penser en ces termes-là, que je trouve néocoloniaux, de notre culture est supérieure à la vôtre, une société qui défend l'égalité homme-femme est supérieure à une société qui pratique l'excision. Ah, voilà. Et sinon, si on n'est pas d'accord avec cette affirmation-là, alors on doit penser en ces termes-là. Ah bah, on a bien le droit de pratiquer l'égalité homme-femme et on a bien le droit de pratiquer l'excision. Ben non, non plus, enfin... je disais, moi je suis emmerdé parce que ce truc-là, ça a construit cette mécanique-là. Ce truc-là, bah évidemment que non. Alors je lui dis, mais moi je crois en ce truc-là, tu vois, nous sommes tous, c'est mon frère qui me disait ça, nous sommes tous des juifs allemands, nous sommes tous des palestiniens, nous sommes... Je disais, voilà, c'est pas ça, c'est ça. Elle me dit non. Elle me dit non, c'est pas vrai, t'es pas un Palestinien, c'est pas vrai, t'es pas un descendant d'immigrés, enfin peut-être toi tu l'es, mais les gens qui crient nous sommes tous des descendants d'immigrés, ils voient pas les réalités qui sont vécues par les descendants d'immigrés forcément. Il faut leur laisser cet espace de liberté-là, il faut leur laisser cette identité-là qui est la leur. Il faut leur laisser le droit de dire nique la France si ça correspond à leur identité. Enfin, ils ont bien le droit, il faut leur laisser ça. Donc c'est pas nous sommes tous. Mais c'est pas non plus ça, c'est pas non plus ça. Elle disait, en fait elle disait ce qui est insupportable pour une femme féministe de gauche française, quand elle voit une femme qui porte le voile, ce qui est insupportable, c'est de se dire on s'est battu pour la liberté sexuelle, pour le droit du corps, pour la liberté de s'affirmer sexuellement, et on voit une autre femme qui mène un autre combat, qui se cache, qui se renferme. C'est insupportable. Mais en fait, ce qui est insupportable, elle dit, c'est qu'il n'y a aucune des deux femmes qui est vraiment libre. On est dans une société qui nous contraint, qui nous enferme. Le simple fait qu'on ait besoin d'identité, qu'on ait besoin de s'affirmer avec une identité, ça nous enferme dans cette identité-là. Elle dit, c'est pas ça, c'est pas nous sommes tous non plus. C'est dans ma société, il y a des merdes, et dans ta société, il y a des merdes. En fait, c'est pas nous sommes tous des juifs allemands, c'est nous sommes tous dans la merde. On est là à se démerder avec nos identités, avec nos oppressions, avec nos dominations, mais par contre, on peut faire des choses ensemble. On peut agir ensemble. Nous sommes tous dans la merde. Non, ça m'a fait réfléchir. En fait, je pense qu'il y a peut-être 3 choses qu'il faudrait qu'on fasse pour essayer d'enrayer cette mécanique raciste. La première des choses, c'est nous sommes tous dans la merde. C'est d'essayer de regarder nos propres merdes, en fait. Avant de critiquer la culture de l'autre, avant de dire comment ça se passe dans le monde arabe, comment c'est la culture musulmane, mais c'est pas écrit dans le Coran qu'il faut porter le voile. Regardons nos propres dominations, regardons nos propres travers. Regardons que chez nous, il y a un taux de suicide extrêmement haut, que chez nous, on abandonne les vieux qui meurent tout seuls dans des maisons de retraite. Il y a des sociétés qui font pas ça. Que chez nous, il y a un taux de dépression. Regardons notre racisme, l'histoire de France, l'histoire du racisme français. Regardons ce qu'on a fait aux immigrés. Commençons par regarder ça. Regardons-nous, regardons nos merdes. La deuxième chose, c'est accepter de construire des liens égalitaires. Accepter dans le cas de Jamila par exemple, de dire ok, on a peut-être des différences, on n'a peut-être pas le même combat, on ne se bat peut-être pas pour exactement les mêmes choses, mais on peut peut-être se battre ensemble. Je peux écouter ton combat, voir comment il rejoint le mien. On peut militer. Moi, je me suis mis à militer contre le racisme dans les quartiers
Et le combat qui m'a été demandé de porter, parce que ces femmes-là que j'ai rencontrées, qui militaient dans le quartier, leur discrimination quotidienne, c'était que leurs gamins, ils ne bouffaient pas à la cantine. Parce qu'il n'y avait pas de bouffe végétarienne. Parce qu'ils ne voulaient pas manger de la viande qui n'était pas halal. Et donc on s'est battu pour qu'il y ait des menus végétariens, pour qu'ils puissent bouffer. Mais je ne sais pas si ça aurait été mon combat a priori, celui-là, mais accepter de construire des liens égalitaires, ça veut dire accepter de porter parfois des combats qui ne sont pas exactement les nôtres, et de le faire à égalité. Et puis le troisième chose, et qui est en lien avec la deuxième, c'est de se regarder soi, de regarder que, par exemple, qu'on est blanc, et que parfois on est dominant en étant blanc. Essayez de dire à une assemblée de blancs, on n'était que entre blancs, à une réunion. Non, mais pourquoi tu utilises ces termes-là? C'est raciste. Non, je vous assure, on n'était que des blancs, en fait. Il n'y avait que des blancs dans la salle. Oui, mais ça ne veut rien dire, ce concept. Qu'est-ce que ça veut dire, blanc? Blanc, ça veut dire non racisé, ça veut dire des gens dominants, en tout cas, qui... Je ne sais pas s'ils ont des privilèges, peut-être oui, peut-être faudrait regarder nos privilèges, regarder tout ce qu'on n'est pas obligé de faire, nous, les Blancs, accepter le fait qu'on soit blanc, mais aussi regarder peut-être nos identités, qu'est-ce qu'on peut en faire. Je vous disais au début de la conférence, je suis juif. C'est pas vrai, je ne suis pas juif. Enfin, je suis juif, je m'en fous, peut-être je suis juif. La première fois que j'ai dit que j'étais juif, c'était... Je me rappelle bien, je distribuais des tracts en soutien à la cause palestinienne. Il y a un mec qui prend le tract, le petit papier, qui prend le tract et qui me dit « Tu soutiens la Palestine, t'es antisémite !» Je suis pas antisémite, je suis juif, quand même. Mais en fait, c'est pas vrai. Et pourtant, je me dis aujourd'hui, et pourquoi pas en fait? Pourquoi je ne serais pas juif? Enfin, qu'est-ce que ça ferait d'aller regarder, qu'est-ce que ça a fait dans ma famille, dans ma vie, cette identité juive ou d'autres identités? Je suis en train d'essayer d'acquérir la nationalité italienne, par exemple. Je suis juif, regardez ces identités. Je vais terminer là-dessus. Je vous remercie. Merci. On a du temps là, ou bien au bar de façon informelle, ou bien là tout de suite pour que quand même je vous ai brimé la parole tout à l'heure. Et donc si vous voulez dire non, non, ça va pas ce que tu as dit et tout. Non, mais si, au contraire. Et si vous avez envie, on pourrait se faire un atelier demain où on prend le temps. Moi j'avais imaginé de 9h à midi, 13h. Mais...